Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. Studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346. 187 Cube Radio. C'est avec grand plaisir que je rejoins Francis Gosselin, qui est non seulement chroniqueur économique émérite, mais désormais, à partir d'aujourd'hui, animateur du show du retour ici à Cube tous les jours. Francis, salut! C'est bien moi, Alexandre. Je ne sais pas si je vais passer 12 heures par jour en studio, donc on risque de faire ça à l'occasion depuis la maison, cher ami. C'est bien correct. Tu nous rejoins en plus dans un décor fantastique pour ceux qui viennent nous rejoindre en visuel. Je vois quelques mémorabilia de geek en arrière qui m'intéressent tout particulièrement, Francis. Ça, c'est un grand plaisir. Écoute, tu commences fort cet été quand même. Tu commences fort parce que ça a l'air qu'Investissement Québec font encore parler d'eux pour des questions de bidou. Cette fois-ci, c'est pour leur bureau. Effectivement, donc on a appris là, qu'Investissement Québec avait décidé de se payer des nouveaux bureaux au centre-ville de Montréal. Alexandre, on parle d'une dépense là, de près de 15 millions de dollars pour l'aménagement de bureaux pour environ 500 travailleurs là, qui viendraient au travail. J'ai pas réussi à avoir le nombre de jours par semaine où ces gens-là sont effectivement au travail parce qu'on peut imaginer que sur les 500 qui sont visés, là, il y en a possiblement peut-être en tout temps que la moitié qui sont effectivement dans les bureaux avec le télétravail, avec, j'imagine, certains d'entre eux qui sont au sein des entreprises, sur la route, etc. Tout ça pour dire que si on s'en tient là, aux 500, ça fait quand même un peu plus de 30 000 $ par employé là, pour le réaménagement des bureaux. Ça fait de jolies chaises, éventuellement, ouais. à ce prix-là. Je ne sais pas si les nouveaux locaux de Cube vont coûter 30 000 $ par personne, mais je serais intéressé d'en parler avec notre DG, éventuellement. Ben oui. Peut-être qu'on pourrait avoir, je sais pas, un micro serti d'or avec des pierres et des diamants. Mais moi, les chaises confortables, là, des vraies belles chaises là, ergonomiques à quelques milliers, là, ça, tu vois, ça, je serais bien là-dedans. On passe nos messages ce matin, hein, Alexandre? Oui, des grosses attentes pour la nouvelle saison. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que quand même, Investissement Québec déménage, là, donc c'est vraiment l'aménagement de nouveaux locaux, pas de locaux existants. Et à travers le déménagement, ils se retrouvent à faire une économie quand même assez substantielle. L'histoire ne dit pas s'ils auraient fait l'économie anyway, là, c'est-à-dire si c'est vraiment lié à la superficie réduite ou si c'est vraiment le local qu'ils ont choisi. Mais grosso modo, ils vont couper d'à peu près de moitié le loyer mensuel qu'ils payent pour les locaux là, qu'ils ont au centre-ville de Montréal. On parle d'une économie de 2 millions de dollars, donc selon la durée du bail, puis bon, l'espérance là, de gain, on pourrait penser que d'ici 7-8 ans, là, l'investissement qu'ils font dans ces nouveaux locaux-là va s'être payé de lui-même approximativement. Ouais, ben la grosse question, comme tu le disais tantôt, c'est est-ce que les gens vont venir profiter de leur bureau ou ils vont rester 3-4 jours chez eux chaque semaine à faire du télétravail? C'est bien beau faire des nouveaux bureaux, mais quand il n'y a personne pour y aller, c'est une autre game quand même. J'ai hâte de voir de non le bénéfice du doute. Ouais. Je sais pas si... j'ai cherché rapidement, là, mais Investissement Québec n'a pas publiquement de politique de télétravail. J'imagine qu'ils en ont une à l'interne là, qui s'applique à leurs employés. Ce qu'on sait quand même, Alexandre, c'est que tu sais, dans certains types d'entreprises, là, l'hôtellerie ou dans l'usine, bon, c'était pas vraiment optionnel là, de venir sur les lieux du travail là, en raison du fait que le travail est performé dans un endroit physique spécifique. On peut imaginer qu'Investissement Québec, dont le métier, c'est quand même d'analyser des chiffriers Excel puis des documents PowerPoint, l'obligation de venir à quelque part est beaucoup moins grande que s'il y avait vraiment une coprésence obligatoire. Donc, ce sera intéressant là, peut-être de parler avec quelqu'un chez IQ pour un peu comprendre la logique derrière cet investissement-là et combien, effectivement, de travailleurs, si tu 100, 200, 300 qu'ils espèrent voir dans leurs locaux à tous les jours. Dossier à suivre. Francis, tu voulais aussi me parler d'un sujet que j'affectionne tout particulièrement, mais celui de la confiance du grand public envers les médias d'information. Là, je veux dire, je sais bien qu'il y a des gens qui peuvent nous écouter et qui vont dire « C'est sûr qu'eux autres, ils vont dire qu'ils sont dignes de confiance, les merdias à Cube. » Non, mais sincèrement, c'est un phénomène qui continue de prendre de l'ampleur puis qui reflète certainement là, un problème beaucoup plus ancré profondément, là, Francis. Oui, effectivement. Puis c'est assez décourageant, Alexandre. J'avais l'impression que ça s'était stabilisé. Puis peut-être que, tu sais, avec certains organismes de presse qui ont quand même
essayer de faire certains efforts là, en termes de qualité, en termes de crédibilité, et tout ça, que ça puisse reprendre là, éventuellement une ascension. Mais là, ce qu'on apprend dans un rapport publié par le Centre d'études sur les médias, c'est que la confiance envers le domaine continue de s'effriter. Pardon. Et puis, évidemment, là, on était déjà sous la barre des 50% des citoyens, mais là, on arrive en bas de 40%. C'est quelques points là, de moins que lors de l'année dernière. Donc, c'est vraiment terrible là, ce qui est en train de se produire. Puis, évidemment, le Canada est pas le pire, là, évidemment. Aux États-Unis, on parle de 32% de gens qui disent avoir confiance envers les médias. Puis, étrangement, en France, je ne sais pas si tu connais un peu l'univers médiatique français, mais ils ont quand même d'excellents médias. Là. Ouais. C'est un des pays où la confiance est la plus faible à 30%. Alors que donc au Canada, là, au Québec, on est à 39-40%. Donc c'est un peu indicateur là, de l'ère du temps, puis évidemment des enjeux financiers. C'est pour ça que je t'en parle dans une chronique économique. Le modèle économique de la presse est mis à mal actuellement, puis ça se ressent. Donc clairement, du point de vue des lecteurs et des auditeurs. Donc c'est une véritable crise là, qui se prolonge. Ouais, puis qui est dommage, sérieusement, parce que faut comprendre combien ça coûte faire du grand journalisme d'enquête. Il y a des dossiers que nos collègues vont amener qui sont absolument horrifiants, qui vont révéler des pans de la société, des trucs qu'on connaissait pas, des budgets dilapidés, des bévues gouvernementales. C'est le travail que font nos collègues. Puis si c'est pas bien financé, ce travail-là, ben il se fait pas. T'sais, ça prend des heures derrière tout ça, ça prend du matériel sophistiqué, ça prend des technologies, ça prend tellement de choses, réussir un bon reportage, un bon documentaire, que si on n'a pas les moyens de nos ambitions, ben, on sera pas capable de sortir les grosses coupes. Puis il va y avoir des gens, des bandits, des tout croches, des gens qui jouent à la limite de la légalité, qui vont continuer à s'en sortir s'il n'y a pas de journalistes pour leur courir après. On n'est pas la police, mais quelque part, là, Francis. Absolument. Puis peut-être si on rentre rapidement dans quelques petits détails, Alexandre, pour moi, ce qui est étonnant, là, puis tu sais, Cube est maintenant à la télé, n'est-ce pas? Mais c'est quand même, je suis toujours surpris de voir qu'il y a encore 38% des répondants là, à cette enquête qui disent toujours s'informer à la télévision. Je t'avouerai que je n'en fais pas particulièrement partie. Je nous écoute occasionnellement, mais ma principale source là, est plutôt sur le web. Et à ce propos, on observe une diminution quand même de 4 points de pourcentage des gens qui disent s'informer sur les médias sociaux, donc de 27 à 23%. Il faut dire que depuis un an, on ne peut plus accéder aux nouvelles sur Facebook, ce qui est quand même un endroit où on s'informait. Bon, il reste LinkedIn, X et quelques autres plateformes, là, mais ça reste intéressant de voir là, cette chute là, assez importante là, dans les gens qui s'informent sur les médias sociaux. Puis ça donne un peu, entre guillemets, d'espoir, parce que j'ai toujours à m'en dire que les médias sociaux, c'est quand même une bulle hein, dans laquelle on se fait pousser des contenus qui vont nous plaire, qui nous ressemblent, et donc c'est pas la meilleure façon d'être exposé à des informations et à des nouvelles qui vont nous faire penser autrement, nous faire découvrir, comme tu le disais, là, des cas ou des scandales là, qui ne seraient pas poussés nécessairement par les médias sociaux. D'ailleurs, depuis que Meta a bloqué l'accès aux nouvelles, les sites des médias ont observé une augmentation assez importante de leur trafic authentique, là, leur trafic naturel, sauf que ça ne compense pas tout à fait là, la baisse liée au référencement. Donc, encore une fois, ça aggrave le problème économique des médias à nouveau. Ouais, il n'y a pas de solution simple à l'horizon, malheureusement, pour tout ça. C'est un problème assez complexe. Merci. Francis, tu veux aussi nous parler? Puis ça va être, je pense, vraiment d'actualité cette semaine, alors qu'on annonce, là, je ne vais pas faire peur au monde, mais mercredi, quelque chose comme 40 avec le facteur humidex, 40 ressentis à peu près. Mais ça, il y a un coût économique un peu méconnu de ces canicules-là. Oui, effectivement. Puis, tu sais, on le sait, là, il y a plusieurs secteurs d'activité là, qui sont vraiment impactés par la chaleur. Là, puis, surtout dans un pays ou une province comme le Québec où on n'est pas habitué. Hein. Si on était à Dubaï, là, où il faisait 43 degrés tous les jours, j'imagine qu'on s'y habituerait. Mais évidemment, le Québec passe d'un extrême à l'autre. Et quelques jours dans l'année, comme cette semaine, là, où il fait 30, 32, 35 degrés, bien évidemment, il y a tout le côté hospitalier. Là, tu le sais, Alexandre, puis je pense que vous en avez parlé plus tôt, mais il y a des gens qui sont vraiment affectés par la chaleur. On pense aux personnes âgées, aux gens avec des problèmes respiratoires, aux femmes enceintes, à certains enfants. Ça peut se traduire par des dizaines de millions de dollars de coûts additionnels pour le système de santé.
Puis on le sait, le système de santé au Québec déjà grince un peu, fait qu'il rajoute quelques milliers de personnes là, affectées par la chaleur là-dessus. Pas nécessairement très optimiste là-dessus. Un autre élément qui est sous-estimé, Alexandre, je ne sais pas si ça t'affecte toi personnellement, mais apparemment, la chaleur a un impact sur notre motivation comme travailleur, et donc ça fait en sorte qu'on observe, là, quand il y a des périodes de pointe de chaleur comme actuellement, que les gens sont moins productifs. Il y a une étude là, qui a montré que ça pouvait coûter là, quelque chose comme 1% du PIB québécois, là, une période d'une semaine comme ça, en perte de productivité. Bon, après, j'ai pas regardé la méthodologie, là, puis ça doit dépendre s'il y a de la climatisation, bien un paquet d'affaires, mais quand même, on se sent moins prêt à vaincre l'ennemi ou l'adversaire concurrentiel. Donc, ça, ces pertes-là. Puis ensuite, évidemment, bon, l'agriculture a des pertes. Tu te rappelles l'année dernière, les feux de forêt là, bon, qui étaient liés à la chaleur persistante. Ça avait coûté de mémoire là, quelque chose comme 10 milliards de dollars au Québec. Donc, ce sont plusieurs coûts là, qui viennent s'ajouter à la facture. Certains sont déjà prévus dans le budget de l'État québécois, mais d'autres pourraient s'ajouter et donc creuser les déficits. Puis évidemment, avec le réchauffement climatique, si ces épisodes-là sont de plus en plus fréquents, ben, il va falloir ajuster nos espérances là, économiques au cours des prochaines années. Donc, je pense qu'on va en parler quelques fois cette semaine de la chaleur sans vouloir faire d'obsession sur la météo. Je pense que c'est un sujet qui va faire beaucoup jaser au Québec. Avec raison, là, sincèrement. Moi, t'en parlais il y a 2 secondes. Ma motivation, moi, quand il fait 40 degrés, là, je suis un animal du froid. Là, j'aime ça quand il fait frais. Là, tu vois, il a fait soleil, mais frais en fin de semaine. Là, si on avait pu prendre cette température-là puis la garder l'entièreté de l'été, je l'aurais pris. Mais je sais que ça s'en vient là, des chaleurs là, collantes, suffocantes, dégueulasses. Puis dans ce temps-là, moi, je m'effoire. Là. Sincèrement, je m'effoire à terre. J'ai de la misère à me gérer. Fait que je comprends pas les gens qui sont capables de travailler dans des conditions comme ça, sincèrement. Puis, tu sais, j'ajoute à tout ça, des angles économiques de chaleur, il va y en avoir d'autres aussi, je pense, cette semaine. Là. Il y a toujours, à chaque année, l'espèce de ruée vers l'or, mais c'est la ruée vers le climatiseur, là, où là, soudainement, tous les détaillants de la province sont vidés de leur climatiseur en genre 5 minutes, quand les gens allument soudainement qu'il va faire chaud. Ça aussi, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir observer, là. Selon un détaillant à qui j'ai parlé ce week-end, c'était déjà en cours là, la ruée là, parce qu'on avait commencé à annoncer la pointe de chaleur. Donc apparemment, il y avait déjà des ruptures de stock. Donc effectivement, il y a une économie. Puis il y a une sous-économie. Hein? Je suis certain qu'on irait sur Marketplace. Là, il y aurait des bonnes affaires à faire, Alexandre, à revendre la climatisation cette semaine. Bref, j'en déduis que notre club de course entre ton émission et la mienne n'aura pas lieu cette semaine pour aller faire un petit 5 km autour de Berry, non? Oh, ben sais-tu quoi? Le 5 km autour de Berry, même s'il faisait un froid sibérien, ça se peut que je le saute. Ça va, moi, aller courir dans le coin, rien contre notre quartier, mais je pense que c'est pas l'endroit le plus pittoresque, surtout que plus tôt dans l'épisode, on parlait du fait qu'ils veulent construire dans le beau quartier latin un super transformateur d'Hydro-Québec, format géant, juste pour que l'architecture soit bien, bien beau dans le quartier puis complémentaire. J'ai assez hâte à tout ça. Hey Francis, c'est ta première en fin de journée aujourd'hui. Je rappelle un épisode à ne pas manquer. Francis Gosselin au retour. Tant qu'à nous, on se retrouvera tous les matins. Merci Francis. Ça fait plaisir. À demain.